Bien, bonjour à tous. D'être venus par ces temps pluvieux et agités, bonjour. Merci beaucoup aussi et surtout à Pascal Boniface d'avoir accepté d'être notre conférencier ce soir pour le Forum Europe sur un thème assez général, mais qu'il développera en détail, les défis stratégiques de l'Europe. Alors, Pascal Boniface, vous le connaissez tous, en tout cas au moins de nom, d'une part par ses écrits, d'autre part par sa présence médiatique importante, mais je vais quand même vous le présenter. Il est actuellement donc directeur de l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques, qu'il a créé lui-même en 90, et il est également professeur à l'Institut d'études européennes de l'Université de Paris 8. Mais avant cela, il a eu une double carrière, enfin une triple carrière, si je puis dire, à la fois politique, universitaire et littéraire, enfin une essayiste. Il a été au cabinet de Pierre Joxe, d'abord de Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de la Défense, puis de Pierre Joxe quand il était ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Il a ensuite créé son institut l'IRIS, et il a créé cette revue, la Revue internationale et stratégique, qui est une des plus vieilles revues, en tout cas depuis la fin de la guerre froide, une des plus vieilles revues françaises sur les questions internationales, de sécurité et de défense. Il est l'auteur de multiples ouvrages que je ne peux pas citer. Nous avons mis la couverture de son dernier ouvrage, Comprendre le monde, les relations internationales expliquées à tous. Mais moi, il y a un petit ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle 50 idées reçues sur l'état du monde, et qui est très stimulant parce que justement ça met en cause 50 idées reçues sur l'état du système international. Donc merci beaucoup Pascal d'être venu parmi nous ce soir, nous parler donc des défis stratégiques de l'Europe. La règle du jeu, après je reprends la parole pour une question et ensuite on ouvre le débat à la salle. Donc je m'arrête à 15, Quand 30, c'est bien. Alors, tu allumes ton... Voilà. Merci Nicole, bonjour à tous, merci de l'invitation. Une vieille complicité nous unit avec Nicole de 30 ans, je crois 30 ans pour cette année. Et Nicole, déjà à l'époque, travaillait sur les questions européennes, dont elle est la spécialiste incontournable en France et même au niveau européen, de par son expérience. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi et je te remercie donc de ton invitation. On organise d'ailleurs nous-mêmes un colloque annuel auquel tu as participé sur l'Europe, et je répondais à une question d'un journaliste. Le titre, c'était l'Europe dans la tourmente, le type des entretiens européens d'Anguin qui ont lieu samedi. Et la journaliste me dit, mais en fait, l'Europe n'est plus dans la tourmente puisque Emmanuel Macron a été élu, que tout va bien entre la France et l'Allemagne, que tout est relancé. Et je dis effectivement que, lorsqu'on avait prévu le colloque, les choses ne pouvaient pas être aussi optimistes que cela, et que en novembre, décembre, peu de gens, et peut-être pas l'intéressé lui-même, prévoyaient l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, et que de toute façon, même si on peut être un peu moins pessimiste ou un peu plus optimiste aujourd'hui qu'il y a quelques jours, néanmoins, les problèmes ne sont pas réglés pour autant, les chantiers sont nombreux et ouverts, et de toute façon, il ne faut pas oublier la satisfaction dans les milieux pro-européens de voir qu'un Français pro-européen a été élu à la présidence, et que le contact se passe bien avec Madame Merkel, qui devrait, si on en croit les élections partielles, être reconduite dans ses fonctions en septembre pour un 4e mandat, et déjà le 4e président français auquel elle est confrontée ou auquel elle participe, avec lesquels elle travaille, mais que néanmoins, si on regarde le vote du premier tour aux élections françaises, et moi je ne suis pas de ceux qui mêlent la gauche et la droite, ni l'extrême gauche et l'extrême droite, mais en tous les cas, ce qui est certain, que si on fait le cumul des voix du premier tour, les partis qui sont hostiles à la construction européenne actuelle sont majoritaires.
et aurait eu une majorité. Et donc tout n'est pas réglé, loin de là, parce qu'il y a quand même toujours, aussi bien en France que dans le reste de l'Europe, des opinions à convaincre du bien fondé de la construction européenne. Et c'est peut-être là d'ailleurs le premier défi stratégique qui est posé à l'Europe, c'est renouer un fil, réinventer un récit, pour reprendre une expression qui vous est commune dans votre livre avec Pascal Lamy, réinventer un récit européen, parce que manifestement, et même si il n'y a pas de Frexit, même si la France va rester dans l'Union européenne et qu'elle ne quittera pas l'euro, en tous les cas, il y a quand même un désenchantement d'une partie importante, si ce n'est majoritaire, des électeurs européens vis-à-vis de la construction européenne, qui s'est manifesté, j'y reviendrai, de façon très éclatante avec le Brexit, qui a été quand même très visible, et les angoisses que l'on avait avant le vote aux Pays-Bas montraient quand même qu'il y avait une crainte que cela ne soit suivi, que le Brexit soit suivi d'un vote très négatif aux Pays-Bas, et qu'il y a encore un mois, il y avait des inquiétudes sur le sort de la France, et que le soulagement qui, lui, n'est pas lâche par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron, n'est finalement qu'à la hauteur des craintes qui avaient été alimentées auparavant sur une sortie de l'Europe, sur une sortie de l'euro, même si d'ailleurs on voit aussi dans ceux qui craignaient cela une méconnaissance du système institutionnel français, puisqu'il faisait une sorte de parallélisme entre le Brexit, l'élection de Trump, qui semblait avoir des racines communes avec un vote opposé à la construction européenne et qui n'avait pas été prévu par les sondages ou par de nombreux observateurs. La différence, c'est que nous avons un système à 2 tours en France et qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, c'est un système à 1 tour, et que, effectivement, s'il y a eu un système à 1 tour, peut-être que Marine Le Pen aurait pu, enfin, on ne pouvait pas, disons, écarter complètement l'hypothèse de l'élection de Marine Le Pen, mais qu'avec un système à 2 tours, eh bien, c'était un scénario qui n'était pas sérieusement envisageable. Mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a en fait ce paradoxe, c'est-à-dire que aux élections européennes de 2014, 46% seulement des électeurs se sont déplacés pour aller voter, et parmi cet Européen sur 2 en âge de voter, une grande partie a émis un vote lui aussi hostile à la construction européenne. Donc on voit bien qu'il y a ce paradoxe, une très grande fatigue, réticence et dans certains cas même hostilité à l'égard de la construction européenne, et en même temps une toujours très grande attractivité de l'Europe en dehors de ses frontières. Tous les États balkaniques ne demandent qu'une chose, de faire comme la Croatie, d'adhérer à l'Union européenne, et on peut voir quand même les effets positifs d'une telle perspective, puisque ça calme des ardeurs qui auraient pu être martiales sinon. L'Ukraine aimerait bien pousser plus loin le flirt avec l'Union européenne, la Géorgie également, et donc la Turquie est maintenant dans une position, les fins de non-recevoir ont été, bon, elles s'en éloignent un peu, mais on voit bien qu'en dehors des frontières de l'Union européenne, les pays non membres et qui éventuellement pourraient être éligibles sont plus que candidats, sont des courtisans au sens premier du terme assidus de la cause européenne. Quant aux individus, eh bien, même s'il y a un effet bien sûr géographique, mais ceux qui fuient les guerres, les dictatures au-delà de la Méditerranée viennent d'abord en Europe, et une fois en Europe, ils ne demandent pas à repartir ailleurs. Ils peuvent changer de pays européen, mais ils ne vont pas en dehors de l'Union européenne. Donc on a ce grand fossé entre une Europe qui est extrêmement populaire à l'extérieur et qui, eh bien, avec des Européens un peu moroses par rapport à la construction européenne. Je pense que si on réfléchit aux raisons de cette situation, cela tient en 3 chiffres, 6, 22, 50. L'Europe, c'est, avec le Royaume-Uni, 6% de la population mondiale. C'est appelé à diminuer de par le ratio démographique comparé de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne et des autres pays, mais c'est à peu près 22% du PIB mondial et c'est 50% des dépenses sociales mondiales. Et donc il y a une peur de perdre cela quand on est à l'intérieur des frontières européennes et une envie de pouvoir y accéder. Donc ce double regard, ce regard inversé, morose dans les frontières de l'Union européenne et avec un très fort appétit lorsqu'on est à l'extérieur, est quelque chose
qu'il faut relever. Et finalement, la tâche là, c'est vrai que nous avons un nouveau président dont l'objectif est d'appuyer sur le bouton reset ou restart dans les relations avec l'Allemagne, mais il y a aussi, et ça ne pourra fonctionner que si une réponse est apportée à ceux qui ont émis un vote tout à fait contraire et négatif auparavant, et qu'on ne se sortira que s'il y a finalement une sorte d'échange, oui aux réformes économiques qui sont demandées depuis très longtemps par l'Allemagne et par les milieux européens, mais en échange d'une diminution de l'austérité qui est demandée par des populations qui émettent un vote négatif. Et je dirais que la réussite de la relance de l'Union européenne dépendra beaucoup de savoir si ce deal peut être conclu entre principalement la France et l'Allemagne, même si effectivement, maintenant que la France et l'Allemagne ne suffisent plus pour diriger l'Europe comme au bon vieux temps quand on était 6 ou 12, mais néanmoins ça reste quand même le moteur de la construction européenne et il faut bien dire que l'on s'est éloigné l'un de l'autre. On s'est éloigné l'un de l'autre parce que l'Allemagne nous reproche de ne pas être sérieux, de proclamer des réformes et de ne pas les accomplir, et nous reprochons à l'Allemagne d'être obsédée par la rigueur. Mais nous avons besoin l'un de l'autre parce que c'est une sorte, en tous les cas, de mariage de raison. On parlait du temps de Charles Hernu, du couple franco-allemand. Le couple a vieilli, mais il est toujours là finalement. C'est un mariage de raison. C'est ceux qui durent finalement assez longtemps. Et chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Parce que, au final, les Allemands ne veulent pas donner, craignent toujours un peu, parce qu'il y a des effets de retour, de donner le sentiment qu'ils dominent l'Europe, qu'il y a plus une Europe allemande qu'une Allemagne européenne. Et cette crainte que Helmut Schmidt a à de nombreuses reprises mis en avant pour alerter ses compatriotes est toujours présente. Et donc les Allemands quand même ne veulent pas uniquement céder à cette crainte, mais si ils pouvaient s'en débarrasser, ils en seraient heureux à condition que les autres Européens fassent quelques efforts. Et en même temps, même si effectivement en termes de balance commerciale, de taux de croissance, de taux de chômage, de PIB, bien il y a une rupture de la balance entre la France et l'Allemagne par rapport à ce qui existait auparavant, même par rapport à ce qui existait au début du siècle. C'est pas la réunification. Enfin, ça allait quand même beaucoup mieux avant. Mais il n'en reste pas moins que la France a des atouts stratégiques dont l'Allemagne ne dispose pas et que ces atouts comptent et que on n'a pas suffisamment remarqué qu'avec le Brexit, la France va devenir le seul membre de l'Union européenne, membre permanent du Conseil de sécurité, par ailleurs avec une force militaire qui est projetable. Alors bien sûr, on dit c'est jamais assez, il faut plus, mais enfin bon, je veux dire, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur les questions de défense et depuis plus de 30 ans, j'entends qu'il n'y en a pas assez pour la défense, que la défense fout le camp et que la défense est en danger et que la loi de programmation militaire n'est pas respectée, etc. C'est sans doute vrai, mais il n'en reste pas moins que les forces armées françaises ont un statut unique en Europe et encore plus une fois que la Grande-Bretagne ne sera plus au sein de l'Union européenne. Donc il y a un fil qui peut être retrouvé avec l'Allemagne et c'est vraiment important parce qu'effectivement, si l'Europe peut parler d'une voix non seulement plus forte et plus soudée, d'une voix un peu, si ce n'est unique, du moins plus homogène, les défis qui l'attendent sont nombreux et il est vrai que nous sommes dans une zone de tempête. Nous sommes dans une zone de tempête stratégique. Alors, ceci étant, il faudrait relativiser les choses. Je ne pense pas que ça s'était mieux avant. Je ne pense pas qu'on est dans des troubles stratégiques et qu'il faille regretter une époque idyllique où tout allait bien. Quand on regarde un peu par-dessus l'épaule pour voir les événements passés, ce n'est pas la première fois que le monde est troublé, ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à des défis stratégiques, ce n'est pas la première fois qu'il y a de l'insécurité, ce n'est pas la première fois que le rôle et le statut de l'Europe est remis en cause. Nous sommes plutôt habitués à cela et donc il ne faudrait pas, une fois encore, et ce pays les Français sont plus pessimistes que les Irakiens, que les Afghans. Vous le remarquez également dans votre livre avec Pascal Lamy, ce qui n'est pas tout à fait rationnel quand même quand on regarde les réalités. Et donc il faudrait bien sûr briser un peu ce pessimisme qui est une entrave au fait d'avancer. Donc ce n'est pas que c'était mieux avant, mais
oui, il y a une réalité, c'est que les espoirs d'un nouvel ordre mondial, d'un monde sans guerre, que l'on voyait de façon exagérément optimiste après la séquence chute du mur de Berlin, victoire dans la guerre d'Irak, il n'y a plus de menace à l'Est et il ne peut pas en avoir au Sud, donc finalement tout va bien. Non, il y a toujours des troubles, de l'insécurité, qui sont réduits dans certains États. Finalement, la fin de la guerre froide a mis fin à certains conflits, on a permis la création d'autres et a généré, disons, à transfigurer des conflits existants. Mais ce n'est pas plus catastrophique qu'auparavant. Mais quels sont les défis? Puisque je suis parti du noyau européen, bien sûr, le premier défi, c'est le Brexit. C'est le Brexit qui a été vécu comme une catastrophe, un coup de poignard dans le dos, un coup de Trafalgar, bien sûr, et en tous les cas qui a pris tout le monde de court, puisque les gens ont pensé que les électeurs allaient s'exprimer de façon rationnelle et qu'ils allaient répondre à la question qui leur était posée. Or, quand même, on sait depuis longtemps, y compris par rapport à des référendums sur l'Europe en France, y compris d'ailleurs au premier en 72, où des gens s'étaient exprimés contre Pompidou, alors qu'ils étaient pour l'adhésion des pays qui avaient candidaté à ce qui était à l'époque la Communauté économique européenne. Dans un référendum, on ne répond pas forcément à la question posée. Et le nombre de personnes qui étaient pro-européens, mais qui avaient, soit parce qu'ils étaient travaillistes, ne voulaient pas donner leur voix à Theresa May, soit parce qu'ils étaient écossais, ne voulaient réouvrir la question de l'indépendance, et donc qui pouvaient être pro-européens mais qui avaient des raisons de voter en faveur du Brexit étaient suffisamment nombreux pour que la balance penche du côté du Brexit et non pas du côté du maintien dans l'Union européenne. Alors ça a pris effectivement à peu près tout le monde de court et on s'est dit bon. Pourquoi ça a été vécu comme une catastrophe? C'est que, pour l'instant, l'Union européenne a toujours été, finalement, un ensemble qui s'élargissait régulièrement, qui n'avait jamais connu de récession numérique. Et donc, on disait, voilà, la question des limites de l'Europe était posée, Russie, Ukraine, Turquie. Mais on voyait bien que des gens, des pays, des nations voulaient y adhérer. Il n'était pas concevable que l'on veuille en sortir. De même que le monde a été surpris par un vote négatif de la France et des Pays-Bas en 2005, deux pays fondateurs. Là, les gens étaient surpris du fait que qu'un pays veuille sortir de l'Union européenne, parce qu'on était habitué à des élargissements, dont d'ailleurs, je pense qu'ils ont été trop rapides, mal digérés, et que ces élargissements qui ont été faits au nom du politiquement correct par rapport aux pays est européens après la fin du monde bipolaire ont certainement été, disons, ont quand même pâti dans la façon dont ils ont été faits à l'homogénéité des pays européens, même s'ils ont assuré une transition démocratique et une stabilité des pays adhérents, ce qui n'était pas acquis au départ et qui est une chose très positive. Mais en fait, quand on regarde sereinement les résultats du Brexit, bien c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe pour le Royaume-Uni, pas pour l'Union européenne. Ils en payent déjà le prix. Alors que Paris n'est pas considéré, ça changera peut-être, comme la capitale financière de l'Union européenne, quand la banque HSBC annonce qu'elle va transférer 1000 emplois dans son secteur de Londres à Paris, c'est quand même un signal important. Et donc, la Grande-Bretagne n'étant plus dans l'Union européenne, va quand même avoir à en payer le prix. Le ticket de sortie est évalué à 60 à 80 milliards d'euros. Les 27 pays habitués à se chamailler sur beaucoup de choses ont envoyé, Hongrie comprise, Pays-Bas compris, un signal très fort à la Grande-Bretagne, comme quoi, au Royaume-Uni, comme quoi elle ne se sortirait pas en ayant le beurre et l'argent du beurre. Et Emmanuel Macron est parfaitement, il l'a annoncé à de nombreuses reprises, sur cette ligne. Donc, et Michel Barnier ne sera pas bienveillant, il défendra les intérêts de l'Union européenne, il n'aura pas à défendre les intérêts du Royaume-Uni. Donc, ce divorce va coûter cher à celui qui l'a demandé, à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Il va y avoir donc le coût du divorce en tant que tel, le partage des biens ne sera pas à son avantage. Et ensuite, eh bien, du coup, la Grande-Bretagne sera moins pertinente pour beaucoup de pays. En Chine, par exemple, un Royaume-Uni hors de l'Union européenne,
à moins d'intérêt parce que les Chinois aiment bien la France, ou pour les Chinois la France compte pour deux raisons. Parce que c'est un pays important, membre du Conseil de sécurité, mais aussi parce que c'est un pays important dans la construction européenne et que ce rôle moteur fait un double intérêt. Et même du côté des États-Unis, Trump a accueilli Theresa May triomphalement, etc. Alors qu'Obama était contre le Brexit, mais Trump n'offrira pas d'alternative. Et pour les États-Unis, une Grande-Bretagne qui n'est plus son cheval de Troie au sein de l'Union européenne a moins d'intérêt. Et donc même par rapport à l'allié américain, au-delà des déclarations un peu intempestives comme d'habitude de l'actuel président, eh bien le Royaume-Uni va perdre de sa pertinence aux yeux des Américains. Donc ils ne vont pas revenir à un âge d'or où la relation spéciale avec les États-Unis l'emportait surtout parce que le monde a changé par rapport à cela et que les États-Unis ont des relations nombreuses et complexes avec l'Union européenne et que du coup la Grande-Bretagne, y compris par rapport à ce pays qui est vu pour Theresa May comme une sorte de bouée de sauvetage une fois qu'on a annoncé le Brexit, ne déroulera pas le tapis rouge pour la Grande-Bretagne. Et il y aura de nombreux problèmes. Et on peut même penser d'ailleurs que le choc qu'a créé le Brexit est venu un petit peu ressaisir les électeurs hollandais et les électeurs français. Donc le Brexit n'est pas une catastrophe parce que c'est la Grande-Bretagne qui va en payer le prix et qu'auparavant, elle n'a jamais été un élément moteur dans la construction européenne, mais elle était plutôt le pied, voire les deux, sur le frein, plus que à charger le charbon dans la locomotive. Donc on peut penser que voilà, ça c'est une clarification. Il aurait pu y avoir une clarification avec la Grande-Bretagne restant dans l'Union européenne s'il avait voté oui. Bon voilà, vous avez choisi. C'est un autre type de clarification, mais une fois encore qui me paraît plus coûteux pour le Royaume-Uni que pour l'Union européenne et qui devrait, si les dirigeants européens s'y prennent bien, permettre un nouveau départ. Surtout qu'il y a effectivement le défi de Trump qui est lancé. Alors là, ça a changé entre aujourd'hui et il y a 2 mois, ou le moment où tu m'as envoyé cette invitation, et ça rechangera. Bon. Est-ce que ça changera? Enfin, en tous les cas, la seule chose qui est à peu près prévisible dans la politique de Trump, c'est qu'elle est imprévisible. Et que donc, on ne peut pas savoir ce qui sera fait d'ici 1 mois ou 2. Mais dans un premier temps, vu le discours anti-européen du personnage, ces déclarations sur l'OTAN qui ont aussi affolé les milieux atlantistes en disant l'OTAN est obsolète, ça coûte trop cher, les Européens comme les Asiatiques vont devoir, Japonais et Sud-Coréens, vont devoir assumer eux-mêmes leur sécurité. L'Amérique en a marre de payer. Mais finalement, l'amendement Mansfield dans les années 60, c'était déjà ça. C'est pas une histoire tout à fait nouvelle. Déjà, à partir de 66, un sénateur démocrate, Mike Mansfield, chaque année déposait un amendement au Sénat demandant le retrait des troupes américaines si les Européens n'assuraient pas plus la part du fardeau, le burden sharing. Et c'est toujours ce même débat entre power sharing et burden sharing. Les Américains voudraient que l'Europe participe plus, mais en même temps sans réellement donner plus de pouvoir de décision aux Européens. Mais comme vous l'avez remarqué, entre-temps, Trump trouve que l'OTAN c'est fantastique et que l'Union européenne aussi, donc il est moins anti-européen. Alors oui, bien sûr, ça peut de nouveau le rechanger, mais ce que l'on voit, c'est que pour le temps présent, ceux qui ont repris le pouvoir à Washington, ce sont les généraux. Ce sont les généraux. Alors l'avantage, c'est qu'ils sont rationnels, ils savent de quoi ils parlent, mais en même temps, quelque part, c'est quand même un peu paradoxal d'être rassuré par la prise de pouvoir par les généraux dans un pays démocratique. Il y a quand même un peu... parce que leur vision, c'est quand même une vision militaire, etc. Donc, en tous les cas, qui n'est pas tout à... Alors, c'est mieux que Steve Bannon, etc. Mais, et donc, c'est pour cela que je pense que par rapport à l'OTAN, il n'y aura pas de changement de la part de Trump. Et on voit par exemple, alors qu'il disait il y a quelque temps qu'il fallait que les Sud-Coréens payent plus pour leur sécurité, alors qu'ils contribuent déjà à 800 millions de dollars pour le frais de stationnement des troupes américaines en Corée du Sud. Là, il a installé le système de défense antimissile sans demander un centime et sans demander même l'avis des Sud-Coréens. Bon, donc on verra. Mais Trump, c'est comme le Brexit. Et la conjonction des deux peut avoir justement cet effet positif de forcer un peu les Européens à une réflexion nouvelle parce que finalement, nous sommes dépendants pour notre sécurité des Américains, mais c'est une dépendance volontaire. Mais comme toutes les dépendances, elle est
qu'il s'agisse de la cigarette ou de la protection militaire, elle est toujours difficile à s'en débarrasser. Nous sommes, pour des raisons historiques, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, habitués à être dépendants des Américains pour notre sécurité, même si de nombreux facteurs ont changé. Le premier, c'est qu'on n'avait pas les moyens en 1945 de l'assurer nous-mêmes. Depuis les années 60, on a plus les moyens, et depuis les années 90, la menace qui pèse sur notre sécurité n'est plus la même. J'y reviendrai par la suite, mais on n'a plus de menace sur notre sécurité, il n'y a plus de menace territoriale. Et même les plus excités qui dénoncent Poutine ne vont pas dire qu'il y aura des chars russes sur les places de la Concorde en cas d'élection de Fillon, de Mélenchon ou de Marine Le Pen, alors que c'était une accusation persistante et pas uniquement avec des fantaisistes en 80. Donc on a les moyens d'assurer notre sécurité et il n'y a plus de menace territoriale à l'ancienne, comme auparavant. Il y a encore des défis sécuritaires, mais il n'y a plus de menace territoriale. Mais néanmoins, on est habitué à cela, mais peut-être que finalement le wake-up call de Trump devrait pousser les Européens à être cohérents. Il semblerait que dans les projets d'Emmanuel Macron, il a dit qu'il ne se retirait pas des organes militaires intégrés de l'OTAN, qu'on y resterait, etc. Mais Hollande, qui s'était élevé contre la réintégration, n'a pas du tout poussé à ce que l'on sorte de nouveau. Mais il y a quand même des références assez claires à la constitution d'un pilier européen, de faire quelque chose qui soit non pas contre l'OTAN, mais parallèle à l'OTAN. Alors, vous pouvez dire, certes, que ça fait à peu près 30 ans qu'on en parle et que rien n'a été fait, on verra. Mais là, disons que l'inquiétude, en se disant, tiens, quand même, on a eu un président américain imprévisible, il faut faire attention, on a eu la chance d'avoir un président américain qui était, disons, plus multilatéraliste. Obama, je sais qu'il a déçu par rapport à des attentes, mais qui étaient trop fortes. Mais ce qui était sûr, c'est que même les déçus d'Obama allaient regretter une fois qu'il avait quitté la Maison-Blanche, surtout avec un tel successeur. Mais Obama n'aurait pas été hostile à une Europe plus organisée par elle-même, gardant un lien avec les États-Unis. Nous n'avons pas profité de l'opportunité d'avoir un président pour qui l'Europe n'était ni un problème ni une solution. Finalement, l'Europe n'était pas un problème, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais ce n'était pas non plus une solution au problème qui se posait aux États-Unis. Là, avec l'alerte de Trump, c'est le moment peut-être d'avancer un peu plus. Les pays européens se sont engagés à aller à 2% du PIB pour les dépenses militaires, mais après tout dépend comment elles sont engagées. Et par rapport à la réintégration dans l'OTAN, le paradoxe un peu pour l'armée française, c'est qu'elle a plus d'officiers à l'OTAN qu'à l'état-major des armées françaises et qu'il y a une sorte de formatage qui est en cours qui peut peut-être être problématique à la fin. Bon. Mais bien sûr, le grand problème, c'est la Russie. C'est la Russie qui est vue comme une menace, qui est vue comme un défi, qui est vue, le moins que l'on puisse dire, à mauvaise presse, et donc qui est vue comme étant un pays pouvant potentiellement être brutal, ayant l'exercice de la force militaire, et disons que le duo d'images conjointes de Poutine, torse nu à cheval et des bombardements sur Alep donne une image de puissance et de puissance qui n'hésite pas à être utilisée, qui peut un peu faire peur, et on est plein donc de reportages, d'articles sur la menace russe. On est aussi plein sur, alors là moi ça me fait doucement rigoler, sur Sputnik, RT, etc., les médias russes. Là il y a des dossiers qui tournent en boucle. Très honnêtement, quand on compare le soft power russe de ce côté par rapport à ce que peuvent faire les Américains, on est quand même dans des galaxies complètement différentes. La force des universités américaines, des revues américaines, des think tanks américains, de CNN, Fox, etc., de Hollywood, enfin par rapport à Sputnik et bon... Très franchement, ce n'est pas sérieux de dire que... Alors, bien sûr, la Russie se met au soft power, comme tous les autres, comme les Chinois, comme tout le monde, mais elle a un tel retard que c'est nouveau. Donc, auparavant, il ne faisait pas comme cela, donc ça surprend, mais ça ne doit pas être inquiétant. Par contre, c'est effectivement le fait que Poutine
n'hésite pas à utiliser la force qui peut nous interpeller sur la réponse que nous devons apporter sur cela. Sauf que l'on voit que par rapport à cela, on n'a pas tout à fait une attitude européenne conjointe et que ce n'est pas tout à fait une division Est-Ouest puisque la Hongrie et la Slovaquie ne sont pas sur cette ligne, mais typiquement la Pologne, les 3 États baltes ont une attitude toujours pas réservée, hostile à la Russie, avec toujours la peur que la Russie veuille, et on peut le comprendre, il y a des empreintes historiques pour toutes les nations, on peut le comprendre venant de leur part. Il y a une crainte inhérente, fondamentalement ancrée en Pologne et dans les pays baltes, d'un retour de la Russie sur leur territoire. Même si là, c'est un peu une évolution politique parce que, il y a quelques années, il y avait une réconciliation entre la Pologne et la Russie qui débouchait sur des résultats positifs. Alors oui, Poutine n'hésite pas à employer la force, il l'a fait à Alep, mais je crois qu'il faut relativiser la menace russe, non pas par rapport aux intentions, on n'arrive pas à sonder le cœur et les reins, mais je crois quand même, pour sonder le cœur et les reins, qu'il est faux de dire que Poutine veut recréer l'Union soviétique, qu'il veut, et encore moins le pacte de Varsovie. Bien sûr, il a déclaré que la dissolution de l'Union soviétique était la pire catastrophe stratégique du XXe siècle, parce que pour lui, il y avait un équilibre entre Moscou et Washington qui permettait, dans sa vision de rapport de force, de contenir la puissance américaine. Mais il a également déclaré que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais que celui qui veut la recréer n'a pas de tête. Donc Poutine a bien des défauts, ce n'est pas un poète, ce n'est pas l'abbé Pierre réincarné à Moscou, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas connaître le rapport de force et de méconnaître les intérêts nationaux de son pays, et donc il sait très bien qu'il ne peut pas, qu'il n'a pas les moyens de repartir à l'assaut des pays européens, de croquer les pays baltes, donc il va peser sur eux, il va interférer, mais les Américains interfèrent aussi, je veux dire, les Américains ont écouté les portables de tous les chefs d'État et de gouvernement, ça n'a pas créé une telle angoisse dans les médias occidentaux. Donc bien sûr, il va le faire, mais il n'a pas les moyens de repartir à la conquête. Et donc, il faut savoir gérer cela. Et évidemment, alors beaucoup de gens disent il est faux de dire que la Russie a été humiliée, il est faux de dire qu'on l'a maltraité. Moi, je pense quand même que le tournant historique qui a été manqué à la fin de la guerre froide, c'est la guerre du Golfe de 90-91. Lorsque Gorbatchev a accepté de voter la résolution 678 prévoyant d'utiliser la force contre l'Irak s'il ne se retirait pas du Koweït au 15 janvier 91, alors que l'Irak était l'allié de l'Union soviétique, et pour la première fois, le veto n'a pas fonctionné dans ce sens. Pour la première fois, une superpuissance n'a pas protégé un pays client de son veto au Conseil de sécurité. Gorbatchev l'a fait parce qu'il voulait vraiment se lancer dans cet ordre mondial nouveau. Il voulait vraiment montrer aux Américains que l'Union soviétique qu'il voulait régénérer, chose à laquelle il a échoué, il voulait passer de la détente à l'entente en fait. Et donc d'avoir un véritable partenariat fructueux avec les États-Unis. Sauf qu'il avait toujours les poches vides. Qu'en juillet 91, il vient devant le G7 pour demander une aide économique et que, alors que Kohl, Mitterrand voulait, alors que Thatcher, qui n'était plus au pouvoir, trouvait qu'il fallait le faire, mais John Major n'était pas de ce avis-là, le président américain et le premier ministre japonais ont refusé. Donc Gorbatchev a dit c'est la dernière fois que vous me voyez. Et pourquoi George Bush père a refusé? Il avait empoché tout ce qu'il voulait de la part de l'Union soviétique, réunification allemande, retrait d'Afghanistan, accord sur les euromissiles, accord sur le désarmement conventionnel. Et donc il disait s'il y a Elstine après, c'est pas très grave, on aura quelqu'un de plus accommodant. Et là finalement on a vraiment manqué. Et les Américains ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un ordre mondial nouveau qu'ils ont célébré par ailleurs, mais qu'ils n'ont pas cherché à bâtir. Et ce qui devait arriver arriva. Yeltsin a été très docile et très impotent, mais ensuite Poutine a voulu sa revanche sur l'élargissement de l'OTAN, sur la guerre du Kosovo et sur le déploiement d'un système de défense antimissile, l'abrogation du traité SALT I pour sa partie ABM qui avait résisté à toutes les vicissitudes de la guerre froide. Et comme il en a eu les moyens du fait de l'augmentation du prix des matières premières énergétiques, eh bien, il ne s'est pas privé de le faire. D'où sa politique. Alors l'annexion de la Crimée, c'est illégal, évidemment. Les habitants de la Crimée ont voté, mais il n'y avait pas d'accord de l'Ukraine globale pour le faire. Donc c'est bien sûr illégal, mais la guerre du Kosovo l'était tout autant. Le Kosovo n'a pas été rattaché à un pays de l'OTAN, certes, mais cette guerre était illégale et au moins
les Russes ne sont pas allés bombarder Kiev alors que les pays de l'OTAN sont allés bombarder Belgrade. Et donc il faut toujours se méfier quand on parle du respect du droit international. On a pris des sanctions contre la Russie. Une fois encore, l'annexion de la Crimée est illégale, mais la guerre d'Irak l'était également. Et on n'a pas demandé à prendre des sanctions contre les États-Unis. Et je pense, pour ma part, que le prix stratégique à payer pour la guerre d'Irak est quand même nettement plus lourd que celui à payer pour l'annexion de l'Ukraine. Et c'est un petit peu aussi cela, j'y reviendrai un peu en conclusion, où l'Europe pourrait jouer un rôle, c'est ne pas s'enfermer dans des schémas occidentaux à penser qu'on est, pour reprendre l'expression de Bertrand Badi, seul au monde, parce que nous ne le sommes pas, nous ne le sommes plus. Mais en tous les cas, donc la Russie a été malmenée, elle nous malmène, mais on voit, donc, l'annexion de la Crimée est illégale. Les sanctions, il fallait peut-être les prendre, mais on voit bien qu'on arrive à une sorte de situation où on est un peu prisonnier. Je pense que François Hollande a eu raison de créer le format Normandie, a eu raison de ne pas désinviter Poutine aux célébrations du 70e anniversaire du débarquement. Il y a quand même eu 26 millions de morts en Union soviétique. Il ne faudrait quand même pas complètement les oublier. Mais on a un problème avec la Russie parce qu'on n'a pas su trouver... bon. Si on regarde les dossiers internationaux, on a des accords très graves avec la Russie sur l'Ukraine, plus graves encore sur la Syrie. Sur le Mali, ils ont plutôt été coopératifs avec nous, et sur l'Iran, ils ont été également coopératifs. Donc on n'est pas opposés sur tout, on est opposés sur certains points. Mais sur l'Ukraine, je ne pense pas que l'Ukraine soit complètement sans faute et que tous les torts reviennent du côté de la Russie. Beaucoup d'Européens convaincus quand même ont dit aussi que le premier accord d'association qui avait été négocié avec l'Ukraine, qui avait été signé, était quand même un peu maladroit, ne pouvait qu'hérisser le poil des Russes, qu'on a été un peu excessif dans cela. Bon, mais on ne pourra pas rester parce que nous avons besoin de la Russie sur certains dossiers. Et on ne pourra pas rester, il ne faudrait pas qu'il y ait une réconciliation, même si elle semble s'éloigner à grands pas, entre les États-Unis et la Russie avant qu'il y ait une réconciliation entre l'Union européenne et la Russie. Mais quand on regarde la force réelle de la Russie, il ne faut pas être aussi inquiet que cela. Une fois encore, Sputnik, ce n'est pas l'International New York Times. C'est bon, je pourrais multiplier les exemples du côté occidental, j'en aurais assez peu à dire du côté russe. Le budget militaire, alors bien sûr, les Russes ont repris Alep, en commettant des crimes de guerre par ailleurs, puisqu'ils ont bombardé des hôpitaux, des écoles, tout en disant qu'il n'y avait que des terroristes, ce qui est un mensonge, bien sûr. Mais c'est une opération militaire limitée, la reprise d'Alep du côté russe. C'est une vingtaine d'avions, pas plus. Les Russes ne mettent pas de gens au sol. Ça, ce sont les Iraniens qui assurent cela. Donc on voit quand même qu'il n'y a pas autant que cela de présence, enfin de triomphalisme russe, parce que Poutine ne veut pas recommencer l'Afghanistan, ne veut pas recommencer la Tchétchénie, et que donc, et puis qu'il sait très bien, enfin, il a la Syrie, elle est cassée, mais c'est lui qui doit payer. Il ne veut pas payer la reconstruction de la Syrie. Donc la reprise d'Alep est certes une victoire pour Bachar el-Assad et ses alliés, mais il n'en reste pas moins que la Syrie est complètement ruinée, que la moitié de la population n'est plus dans les foyers dans lesquels elle vivait auparavant, qu'un gros tiers n'est plus dans le pays, et qu'il n'y a plus d'infrastructures, de systèmes de santé, d'écoles, et qu'il y a une génération pratiquement qui est passée. Bon, et donc les Russes ne veulent pas avoir cela sur les bras. D'où la recherche d'une solution, parce que maintenant c'est leur intérêt de trouver une solution diplomatique, et d'où l'usage d'armes chimiques par Bachar el-Assad le mois dernier pour torpiller une solution diplomatique que les Russes tentaient difficilement de mettre en œuvre. Et je pense que l'erreur du bombardement de Trump, c'est que du coup, ça recollait les morceaux entre la Russie et le régime de Bachar. Mais le budget militaire russe, c'est donc 60 milliards de dollars, c'est-à-dire ça correspond, c'est inférieur au seul budget français et allemand réunis, et c'est 10% du budget militaire américain, ou c'est l'équivalent du budget, de l'augmentation du budget militaire américain pour l'an prochain. Donc voilà, on n'est plus du temps de l'Union soviétique avec une menace globale de la part de la Russie. C'est un pays perturbateur, mais qui défend ses intérêts. Et simplement, il faut comprendre que même après la fin du communisme, les Russes ne sont pas devenus européens. Ils sont restés russes. Bon, alors ça a surpris certains, déçu beaucoup d'autres, mais ils resteront russes. Et donc, ils ne vont pas... Poutine, Helsinki était extrêmement populaire dans le monde occidental, mais il était extrêmement impopulaire chez lui. Poutine, c'est exactement l'inverse.
Mais Poutine préfère être populaire chez lui, même si les éditoriaux du Monde, de Libération et même de tous les hebdos le fustigent chaque fois. Il peut tout à fait vivre avec ça. Défi terroriste, je m'en voudrais de ne pas l'évoquer. C'est effectivement un défi européen parce que tous les pays européens sont confrontés à cela. Il n'y a pas un pays comme la France qui en serait affecté et d'autres qui en seraient immunes. Et on voit bien que les terroristes frappent là où ils peuvent frapper, qu'il y a donc des effets d'aubaine et qu'ils ont frappé dans de nombreux pays européens, quelle que soit l'attitude de ces pays par rapport aux différents conflits du Proche-Orient. Mais là, je pense que par rapport à cela, l'Union européenne s'est mise en ordre de marche avec quelques mesures, l'échange de données, le PNR, il y avait un petit peu de retard dans la coopération. Mais rappelez-vous qu'il y a quelques années, le Royaume-Uni le Royaume-Uni refusait d'extrader des gens convaincus de terrorisme par les Français, parce qu'il y avait l'habeas corpus, etc. Donc même si le Royaume-Uni d'ailleurs quitte l'Union européenne, on gardera cette coopération en termes de renseignement qui s'est nettement améliorée, en termes de coopération non seulement policière mais judiciaire. Et donc là, il faudrait voir aussi les progrès qui ont été faits, parce que la menace a augmenté, bien sûr, mais quand même, il y a là des progrès qui ont été faits. Je crois que ce qui est important par rapport à cette menace, c'est de faire finalement avoir une attitude telle que l'a très bien définie Barack Obama. Ce n'est pas quelques personnes dans un pick-up, etc., qui mettent en cause notre société ou notre civilisation. C'est un défi, le terrorisme est un défi sécuritaire. Ce n'est pas un défi essentiel pour notre société. Et à titre personnel, je pense qu'on en parle beaucoup trop dans les débats politiques, dans les débats médiatiques. Je ne suis pas loin de penser qu'il y a quelques années, le type qui a pris un camion pour écraser 85 personnes à Nice se serait suicidé. Il n'aurait pas commis ce type d'attentat. Et que ce n'est pas par hasard si Koulibaly, lors de la prise d'otage à l'hypercachère, ne demande pas à parler au préfet ou au ministre de l'Intérieur et encore moins au président de la République, il demande à parler à BFM TV. Montrant là quand même quelles étaient ses priorités. Et je pense qu'il y a une réflexion qui n'est pas menée à chaque fois que j'en parle, je ne sais pas quels sont les retours que tu as là-dessus Nicole, mais peut-être que tu ne partages pas ce point de vue, à chaque fois qu'il y a des débats que je parle avec des responsables, on parle trop du terrorisme, il faudrait quand même en parler de façon différente. On n'est pas dans le déni, ça existe, mais en faire l'alpha et l'oméga de notre politique extérieure ou de nos débats de société, on donne plutôt du grain à moudre à ceux qui veulent s'en prévaloir plutôt qu'on ne les combat. Et à chaque fois, on me dit « mais toi, tu n'es pas élu, tu ne peux pas comprendre ». Non, je pense que là, il y a peut-être un effort européen pour dire comment aborder la question à la fois politique et médiatique du terrorisme. C'est une réalité que l'on va affronter pour longtemps. Il ne va pas disparaître. Même si, avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, Daesh perd son emprise territoriale, le terrorisme ne va pas disparaître. Il n'a pas disparu après la mort de Ben Laden. Donc c'est un défi sécuritaire pour longtemps, c'est indéniable. Mais en même temps, on ne peut pas en faire, Régis Debray a coutume de dire que le nombre de morts par le terrorisme depuis 2 ans, c'est l'équivalent d'un week-end de l'Ascension. Il parle en termes d'accidents de voiture. Certains trouvent que c'est une provocation, mais ça va faire réfléchir. Et moi qui habite à côté de la Belle Équipe et dont les locaux de l'Iris sont à 800 mètres du Bataclan, j'ai plus peur pour mes enfants s'ils partent en week-end en voiture que s'ils vont boire un pot à la Belle Équipe. Donc je crois qu'on a un peu trop monté le terrorisme et qu'il faudrait avoir une réflexion européenne là-dessus qui n'est pas tout à fait encore en route et c'est quand même dommage. Il y a l'Asie, et c'est vrai que parmi les défis stratégiques de l'Union européenne, l'Asie en est un, et on se préoccupe beaucoup plus de l'Asie qu'auparavant, c'est une bonne chose. Pendant très longtemps, dans le triangle Europe, Asie, Chine, disons, enfin, Chine, Japon, et on oublie toujours la Corée du Sud qui est un pays important. Mais dans ce triangle Europe-Asie ou pays les uns après les autres et États-Unis, il y avait dans 2 barres qui étaient très fortes, c'était États-Unis-Asie et États-Unis-Europe. Mais la barre entre l'Asie et l'Europe était extrêmement faible, chacun pensant que c'était du domaine des États-Unis, donc il n'avait pas à s'en mêler. La globalisation est quand même passée par là. On n'ignore plus la Chine, on n'ignore plus le Japon, on n'ignore plus les pays, et l'Europe commence à avoir une politique aussi bien sur le plan commercial, sur le plan économique, que sur le plan stratégique également, avec ces pays, et c'est une bonne chose. Les Chinois disent l'Union européenne n'est pas un pays, sauf en matière commerciale. Parce que le premier partenaire commercial de la Chine, c'est l'Union européenne.
Ce ne sont pas les États-Unis. Donc là, le fait que l'on regarde de façon plus active dans ces pays, c'est une bonne chose. Il y a également, et c'est lié partiellement au terrorisme, pas seulement, le défi de l'Afrique, avec notamment une bombe à retardement qui est la croissance démographique dans l'Afrique sahélienne et l'Afrique de l'Ouest, d'autant plus importante que c'est la région de l'Afrique avec laquelle la France a les liens les plus forts. Il y avait 3 millions d'habitants au Niger lors de l'indépendance, il y en a un peu moins de 20 millions aujourd'hui, et il y en aura 50 d'ici 30 ans. Et les surfaces cultivables n'ont pas augmenté. Il y a toujours 7 enfants par femme dans cette zone. C'est un défi immense. Et donc là, en termes de développement, et la crise des réfugiés que l'on a connue l'an dernier sera une mince affaire par rapport à ce que pourrait être ce genre de crise à l'avenir si les surfaces cultivables n'ont pas augmenté, etc. Donc là, il y a vraiment... il faut que nous convainquions, je crois que c'est une très bonne chose que l'Allemagne participe à la force Barkhane, à son niveau, mais c'est quand même une innovation, c'est quand même quelque chose d'important. Et il faut montrer qu'aux pays européens, que l'Afrique, c'est pas seulement la France, parce que c'est une ancienne puissance coloniale, et que quand des Soudanais ou des Érythréens fuient des régimes impossibles ou la misère, ils ne vont pas qu'en France, ils vont dans tous les pays, que donc le développement de l'Afrique est un défi stratégique européen et non pas un devoir moral pour la France elle seule. Et en fait, dans cette globalisation, l'idée que vous développez avec Pascal Lamy, que le rôle de l'Union européenne, ça serait de civiliser la mondialisation. Et je trouve que c'est une idée qui est extrêmement intéressante parce que l'Europe a ses spécificités. Et quand j'ajouterais, disons, par rapport à votre proposition, un appendice, c'est finalement de comprendre que le monde occidental n'a plus le monopole de la puissance et que donc on ne peut plus agir dans le monde comme auparavant. Quand on dit que la communauté internationale, par exemple, a sanctionné la Russie pour son annexion de la Crimée, c'est faux, c'est tout simplement faux. Parce que juste après, Poutine était accueilli en grande pompe à Fortaleza au sommet des BRICS et qu'aucun des pays des BRICS et aucun des autres pays occidentaux n'a pris de sanctions à l'égard de la Russie suite à l'annexion de la Crimée. Et nous confondons encore trop communauté occidentale et communauté internationale. Elles sont disjointes. Nous sommes la partie d'un tout, mais nous ne sommes plus le tout, ce qui a été vrai pendant 5 siècles. Mais depuis une trentaine d'années, ce n'est plus vrai. L'erreur des Américains, c'est qu'au moment où ils triomphaient, où ils pensaient que l'adversaire qui avait finalement façonné leur perception stratégique pendant 4 décennies avait disparu et que donc le monde bipolaire ayant disparu par la mort subite d'un des protagonistes, le monde devenait unipolaire. Ils ne voyaient pas qu'au même moment, le monde devenait en voie de multipolarisation, s'il n'est pas tout à fait multipolaire, de par l'émergence de nombreux autres pays auxquels il est désormais impossible de dicter leur conduite. On peut faire la leçon aux Chinois sur les droits de l'homme. Un, ils vont nous rétorquer que Guantanamo et les guerres d'Irak, c'est nous. Et deux, même ils ne vont pas se sentir en tort et on n'a pas de moyens de pression sur eux. Et là, par rapport aux États-Unis, les États-Unis voient dans la Russie, par exemple, à la fois le pays vaincu de la guerre froide et en même temps toujours une menace existentielle. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes conceptions stratégiques avec les États-Unis. Et donc l'Union européenne pourrait, ce qu'elle fait pour l'aide publique au développement, par exemple, où elle est un acteur majeur, et ça c'est extrêmement important pour la sécurité de demain, l'Union européenne pourrait beaucoup plus mettre cela en avant, sa propre vision, parce que en fait, l'Union européenne est le fruit d'une construction multilatérale. Le multilatéralisme fait partie de l'ADN des pays européens. Sinon, nous n'en serions pas là. Alors bien sûr, on peut râler parce que parfois c'est long, parfois il faut négocier, parfois il faut faire des concessions. Mais au final, lorsque nous décidons selon des règles établies et il n'y a pas, y compris les Français et les Allemands, ne peuvent pas imposer aux autres leurs décisions. S'ils veulent qu'un projet qu'ils auraient en commun passe, ils ont un travail de conviction, de persuasion par rapport à leurs partenaires à faire et donc ils ne cherchent pas à imposer. Ce n'est pas toujours le cas des États-Unis et ça sera encore moins le cas des États-Unis avec Donald Trump par rapport à Barack Obama. Et donc là, l'Union européenne a un rôle vraiment important, d'une part de bien comprendre, elle avait fait avec les accords de Lomé dans un passé un peu lointain, mais de bien de comprendre qu'elle a effectivement
un modèle à faire qui est d'une puissance multilatérale, d'une puissance qui doit se muscler, mais qui est quand même sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de délivrer des biens communs, est quand même très forte. Si on mélange, si on unit, si on fusionne, pardonnez-moi, le PIB des pays européens, il est devant les États-Unis. Mais voilà, nous n'avons pas à imposer, ou nous n'avons pas pour habitude d'imposer notre volonté aux autres. Et là, on devient un peu plus donneur de leçons. Le débat sur les valeurs est quand même très souvent un débat de supériorité, à la fois physique et morale par rapport aux autres. Ça, c'est une impasse. C'est une impasse, une fois encore, parce que ce discours n'est plus audible et qu'en tous les cas, on ne peut plus le mettre en œuvre parce que les interventions militaires, à l'exception notable de celle du Mali qui a été à la fois bien conçue parce qu'elle avait un volet politique immédiat. Mais le temps où on envoyait des soldats pour régler les problèmes, il est révolu. Et on voit bien les échecs successifs de l'Afghanistan, de l'Irak et de la Libye. Le Mali, une fois encore, étant une exception. Ce n'est pas que l'outil militaire doit être banni en tant que tel. Les 3 échecs majeurs précédents ne doivent pas interdire par définition l'usage de la force, mais il faut que ce soit un usage mis au service du droit, avec un consensus international et surtout au service d'un projet politique, et non pas pour, comme ce fut le cas en Libye, pour faire une opération rapide de communication. Et là, vraiment, c'est un bel objectif pour l'Europe. C'est peut-être le défi stratégique majeur de contribuer à la pacification des relations internationales en quittant un peu une partie de l'arrogance qui nous reste, en réalisant que nous ne sommes plus le monde, mais que nous sommes une partie du monde, que les autres ont aussi des intérêts, et si les autres ne sont pas d'accord avec nous, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont plus idiots ou plus malveillants que nous ou moins moraux, c'est qu'ils ont une autre histoire, tout simplement, qu'ils ont un autre ADN stratégique qu'il faut en tenir compte. Négocier avec les autres ne veut pas dire céder à leurs demandes. J'ai du mal à supporter aujourd'hui, depuis déjà assez longtemps, les références constantes et rapides au syndrome de Munich dès que l'on entame une négociation avec un pays avec lequel on est en opposition. La diplomatie, c'est fait justement pour discuter avec les rivaux, voire les ennemis. Mais en tous les cas, donc, il faut bien négocier avec les autres et ne pas avoir de jugement péremptoire s'ils n'ont pas tout à fait les mêmes conceptions que nous. Je pense que l'exemple à donner, parce que c'est un exemple réel, pour le coup, d'une communauté internationale que l'on célèbre tout le temps, mais que l'on ne voit jamais. La COP 21, la conférence du Bourget, ça a été mené par la France, mais sans tous les autres pays, elle n'aurait pas réussi. Ce n'est pas la France qui a imposé un modèle. Et la diplomatie française a essayé de tenir compte des intérêts de chaque pays. Ce qui a débouché sur un accord où le Sénégal, Haïti, l'Arabie Saoudite, la Chine et le Japon, qui ont tous des mixtes énergétiques et de production complètement différents, se sont mis d'accord. C'est franchement un beau succès. Et donc là, c'est un peu dans cette voie du multilatéralisme, du fait que l'Europe est elle-même une construction multilatérale, que l'Europe a un avenir non seulement utile pour le reste du monde, mais qui serait bénéfique pour ses propres intérêts. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal, pour ce tour d'horizon à la fois intérieur et extérieur des défis que l'Union européenne doit affronter. Peut-être un tout petit commentaire d'abord, parce que tu as commencé par la politique française et l'élection de Macron qui a changé l'Europe, la France, le monde. Moi, je voudrais dire un mot quand même sur les institutions européennes. Juste avant le deuxième tour, donc entre les 2 tours, il y a eu un vent de panique à Bruxelles, en Allemagne, en Italie, partout, parce que les gens se disaient « mais mon Dieu, si Madame Le Pen gagne les élections, c'est non seulement la fin de la France européenne, mais c'est de la fin de l'Europe tout court ». Et donc, à contrario, tout le monde s'est rendu compte à quel point la France restait une grande puissance pour la construction européenne. On ne peut pas faire l'Europe sans la France. Mais donc tout le monde a senti passer le vent du boulet. Or, le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, le lendemain, le président de la Commission, M. Juncker, dit « Ah là là, c'est pas bien la France, hein, vous dépensez trop, ça va pas du tout, vous respectez pas les critères et vous avez un endettement qui est insupportable. » Je trouve, là vraiment, que notre président, que pourtant j'admire, a eu tort de ne pas tenser M. Juncker en lui demandant de garder ses commentaires pour peut-être dans un an. Peut-être dans un an, il faudra juger de la politique européenne de la France, mais pas quand même le lendemain. Ça, je trouve que c'est
la preuve que l'Union européenne ne comprend pas ce qui se passe dans les peuples, dans les citoyens, dans les populations. Et vraiment, je voulais dire ça parce que ça m'amène à une question. Ma première question, parce que sinon après j'en ai plein d'autres, mais qui est peut-être un des défis que tu n'as pas mentionné, qui est justement la montée de ces populismes, de ces mouvements d'extrême droite. Tu en as parlé un peu au début, mais c'est pour moi un défi politique majeur qui est l'avenir de la démocratie dans l'Union européenne. On voit Poutine installer son régime autoritaire avec censure, assassinat des opposants politiques, etc. On voit la Turquie faire exactement la même chose. Monsieur Erdogan est en train d'installer une dictature, il n'y a pas d'autre mot en Turquie. Ces mouvements autoritaires sont très attractifs pour une bonne partie des populations européennes, y compris en France. C'est-à-dire le principe d'autorité, la demande d'autorité est une évolution que l'on voit dans beaucoup de peuples européens, notamment en Pologne, en Hongrie. C'est-à-dire ces pays qui détestent la Russie mais qui ressemblent de plus en plus à des mini-Poutine. Et ça, je trouve que c'est un défi politique très très fondamental pour l'avenir de l'Europe. Donc ça sera peut-être ma première question. Et ensuite, je passerai les micros à la salle et je répondrai, parce que tu m'avais un peu interrogé sur le terrorisme, mais peut-être tout à l'heure. Je réponds question par question. D'accord. Oui, vraiment. Compliqué. Voilà. D'accord. C'est entièrement d'accord avec ta remarque sur Juncker qui, comme aurait dit Chirac, a perdu une belle occasion de se taire. On l'a échappé belle et il remet le couvert immédiatement. Alors, dans ces mouvements populistes d'extrême droite, etc., est-ce que c'est la demande d'autorité? Je pense qu'il y a des facteurs très différents qui s'agrègent pour exprimer ce vote-là. Il y a bien sûr la demande d'autorité chez certains. Il y a bien sûr la peur, voire l'hostilité à l'égard de l'islam, des immigrés chez d'autres, y compris d'ailleurs dans des régions où il n'y en a pas. C'est quand même assez... Il y a plein de villages en France où il n'y a pas d'immigrés, mais où les gens ont voté Front National. Il y a bien sûr le sentiment... mais je veux dire, la réaction du Caire alimente cela. C'est-à-dire qu'il y a quand même le sentiment qu'il y a des gens qui vont bien et qui n'en font pas partie. Il y a un sentiment d'exclusion quand même, que nous ne représentons aucun d'entre nous ici. Et c'est vrai qu'un article de Mediapart hier était assez juste, disait que dans le gouvernement Macron, c'est qu'il y a beaucoup de gens nouveaux, société civile, mais c'est la société civile qui va bien. C'est bon. Les salariés, les employés ouvriers représentent 50% de la population française. Il n'y en a aucun dans l'équipe gouvernementale. Et donc, pour des gens qui on regarde le vote de Paris, Marine Le Pen a fait 5% au premier tour. Alors, certains s'en sont réjouis, ça doit plutôt interpeller. C'est-à-dire que nous vivons, nous tous ici, dans une bulle. Et les gens qui nous gouvernent, et plus encore les gens qui commentent l'actualité. Quand je vois des journalistes qui houspillent Marine Le Pen, qui ne la traite pas comme les autres, maintenant c'est moins le cas, mais qui au départ la traitait moins bien que les autres, les gens s'assimilent à elle, puisqu'ils disent mais ces gens-là qui me maîtrisent, bon. Et donc voilà, le sentiment de rejet, d'exclusion compte pour beaucoup. Et là encore, si la machine n'est pas relancée, si on ne s'occupe pas de ceux que l'Europe et la globalisation, que l'on peut mettre un peu par rapport à cela dans la même main, ceux qui sont les perdants de cela, ceux qui, à la souterraine aujourd'hui, auparavant, les gens disaient je finis mon boulot, puis mon fils prendra la suite. Si l'usine ferme, qui a 400 emplois qui disparaissent, où vont aller les enfants de ceux qui travaillaient dans cette usine auparavant? Et on pourrait malheureusement multiplier les exemples de ce type. Et là, effectivement, on ne s'est pas suffisamment occupé de ces gens qui ne sont pas visibles et donc qui ne sont pas perçus, je dirais, ni par les dirigeants, ni par les journaux. Et c'est quand même extraordinaire que plusieurs médias, cette année, pour l'élection présidentielle, ont envoyé... Il n'y avait pas de fixeur, remarque, mais ont envoyé des gens en dehors de Paris, en province, pour voir les vrais gens, en admettant qu'ils ne les voyaient jamais. Et donc, des choses décentralisées, c'était
sorte de docteur Livingstone qui allait en France pour voir... bon, ça, quand même, l'entre-soi de la classe politique, l'entre-soi des journaux. Bon, il y avait un exemple, enfin, célèbre aussi, c'est que Libération avait protesté. Il y a une photo de l'ensemble des cabinets ministériels. C'était blanc, blanc, blanc. Bon, et plutôt masculin. Et un petit malin avait retrouvé la photo de la rédaction de Libération qui célébrait le Nouvel An ou je ne sais pas trop quoi, mais c'était exactement la même. C'était exactement la même. Donc voilà. Et ça, je veux dire, tant que on n'aura pas des élus et des médias qui prendront en compte cet avis-là, qui le traiteront par le mépris. Très souvent, enfin bon, il y a la séquence célèbre, la façon dont Poutou a été moqué dans une émission, etc. Tout ça, quand même, contribue au rejet de la classe politique qui est confondue avec la classe médiatique. C'est vrai qu'il y a beaucoup, disons, d'aller-retour ou d'interférence entre les deux. Alors, oui, voilà. Oui, alors merci madame, merci monsieur pour cette conférence ô combien stratégique, l'élection de Macron. Alors, vous n'allez pas être content parce que je vais vous faire une remarque intuitive, même si j'ai un doctorat d'État en économie. Ce qui m'attriste, c'est quand je vous entends parler de l'Europe, essentiellement de la France et de l'Allemagne. Parce que je crois que c'est le problème de la construction de l'Europe. On est 27 pays. Et tant qu'on parlera que de la France et de l'Allemagne, il n'y aura pas d'Europe. Voilà mon intuition. Mais c'est mon intuition. Je crois que je suis dans la réalité, cependant. Deuxième question, et là c'est une question que je voudrais que vous me rassuriez, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de défense européenne encore. Et même si on en avait une, je crois qu'elle ne serait pas... Dans le nucléaire, on n'est pas très bon, tout ça, quoi. Vous avez l'air de dire que si on avait le moindre problème, par exemple, avec la Russie ou je ne sais pas qui, les États-Unis viendraient nous défendre aujourd'hui. Vous le pensez, vous? Vous le pensez, vous, monsieur? Moi, je ne suis pas absolument sûre. Merci. Oui, non, sur votre première remarque, je partage. En 45 minutes, il est difficile d'évoquer tous les pays, mais évidemment, on ne peut pas résumer l'Union européenne à la France et l'Allemagne. Non, 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 s'il vous plaît, c'est pas un dialogue. S'il vous plaît, laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Non, bon, c'est pas bon, non, si ça y est. Ah, voilà, bon, d'accord. Non, bon, je t'en prie, vas-y, élabore, comme on dit. Il n'y a pas de souci, madame. Donc, la France et l'Allemagne sont le moteur au sens où on est habitué et il est heureux qu'ils prennent des initiatives, mais ensuite, il faut convaincre les autres pays et faire un ensemble. Et évidemment, on ne peut pas résumer l'Union européenne à la France et l'Allemagne. Est-ce que les États-Unis viendraient au secours si la Russie nous attaquait? Moi, je pense que la Russie ne nous attaquera pas. Si tel était le cas, on ne peut pas répondre à cette question. Il y a des traités, leur crédibilité serait mise en cause, mais il y a d'autres matières à cela. On ne peut pas être absolument sûr, et le général Gallois, comme le général de Gaulle, ont dit depuis longtemps que l'ère nucléaire venait rendre obsolète le concept d'alliance. Bon. Mais je pense, oui, que... Mais si vous voulez... La question, c'est des scénarios. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas tout d'un coup un blitzkrieg russe sur l'Europe qui prendrait de réveil les États-Unis. Il sera plutôt une montée des tensions avec des réactions américaines. Mais peut-être que là, il faudrait aussi éviter qu'il y ait une surréaction de la part de nos amis américains. Monsieur là-bas. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre bel exposé. Moi, là, je ne suis pas tellement d'accord avec la première personne, mais je vais simplement exprimer mon sentiment. Pour moi, les citoyennes et les citoyens européens
sont très attachés à l'Europe. Les Pays-Bas l'ont montré, l'Autriche aussi, et la France maintenant le montre parfaitement. Pour moi, je ferai une projection un peu plus loin. Comment voyez-vous l'Europe dans 5 ans? Pour moi, je pense qu'elle est repartie avec un couple franco-allemand beaucoup plus fort. Oui, c'est ce que l'on peut espérer, et c'est même un peu ce que l'on peut penser. Mais il faudra voir, il y a eu des déceptions dans le passé, donc en tous les cas, l'augure est bonne pour l'instant, parce que et les Français et les Allemands ont besoin de cette relance, que Mme Merkel doit penser un peu à la trace qu'elle laissera. Elle ne veut pas, enfin les Allemands sont fatigués d'être traités de père ou de mère à la rigueur tout le temps. Juncker est là bien sûr, mais enfin c'est pas lui qui pilote entièrement la machine, et puis il a aussi balayé devant sa porte par rapport à de nombreux éléments. Il y a en tous les cas une chance, une opportunité d'une relance de la construction européenne due à la clarification liée au Brexit et à un espoir de relance par le nouveau duo Macron-Merkel qui sera en place, enfin qui est déjà en place, mais qui sera, disons, revigoré en septembre. Par ailleurs, Macron est aussi bien compatible avec Martin Schulz qu'avec Angela Merkel. Un petit commentaire dans le journal allemand Bild, on les appelle MMM, c'est-à-dire Macron-Merkel, pour montrer que ça peut être bon. Peut-être juste un tout petit commentaire, contrairement à Madame, moi je pense que le couple franco-allemand aujourd'hui a une place historique qu'il n'avait perdue depuis l'unité allemande et qu'il est en train de retrouver parce que il n'y a plus la Grande-Bretagne, l'Amérique est incertaine et donc de facto la France et l'Allemagne aujourd'hui tiennent en leurs mains le sort de l'Europe. Alors je ne parle même pas de leur puissance économique et financière, enfin même la France et l'Allemagne ensemble, c'est à peu près 60% du budget de l'Union européenne, c'est 80% des dépenses militaires européennes, c'est 80%, puisque les Anglais sont partis, du coup leur poids augmente. Donc leur poids augmente terriblement, c'est 80% ou 70% de la démographie de l'Union européenne. Donc la France et l'Allemagne, de facto aujourd'hui, retrouvent ce qu'elles avaient du temps le poids qu'elles avaient du temps de la petite Europe, et les autres, je suis désolée, mais sont très marginalisés quant au poids politique de l'Allemagne. C'est pour ça que je suis optimiste sur l'avenir. Si vraiment le couple Macron-Merkel ou Macron-Schulz arrive à trouver une feuille de route non seulement intéressante, mais surtout s'ils la mettent en œuvre, en particulier sur la directive sur les travailleurs détachés, alors je pense qu'on peut être effectivement rentré dans une phase très positive. Mais je crois qu'on peut faire l'Europe sans les 27 à cause des évolutions récentes. C'est-à-dire, je m'explique, on peut commencer sans les 27 et ensuite les entraîner. Mais ça sera plus facile aujourd'hui que ça ne l'était il y a ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Ça sera plus facile pour les Français et les Allemands d'entraîner les autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais ça me paraît... Monsieur. Oui, bonjour. Vous avez évoqué effectivement qu'au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, il y avait quand même une très grande partie des candidats qui souhaitaient soit une rupture très forte avec l'Europe, soit éventuellement la quitter, etc. Et donc très clairement, au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça s'est plus joué sur ces questions-là. Voilà, c'était le Front républicain, etc. Donc, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, Hervé Védrine, qui dit toujours qu'on ne peut pas faire, en reprenant lui-même les propos d'un élu allemand, on ne peut pas faire l'Europe sans les peuples. Or, de fait, les peuples n'y sont plus, puisqu'on voit bien qu'au premier tour de l'élection, Macron n'avait reçu que 24%. Et pourtant, malgré ça, je vois dans ce qu'il dit, les choses que Macron dit sur l'Europe sont du vu et du revu et du re-revu. C'est une Europe plus forte. C'est des choses qu'on a déjà entendues, notamment en 2012. Et effectivement, alors même que Juncker, au lendemain, était déjà en train de ressasser exactement le même scénario, Macron part comme ça, fait exactement la même chose qu'Hollande, part effectivement le premier soir rencontrant Angela Merkel. Et donc je ne vois pas quelle est sa stratégie, parce qu'il n'a jamais fait peser ce qu'il souhaitait remettre en question ou pas. Je ne vois pas quelle est sa stratégie pour relancer l'Europe que les gens voudraient, dans la manière dont ils voudraient qu'elle soit relancée, mais au contraire une accélération d'une Europe que les gens ne veulent plus. J'ai l'impression que ça se présente comme ça. Le fait qu'il aille à Berlin, ça a été présenté par ses adversaires comme le signe de la soumission. Bon,
c'est devenu une tradition qui joue dans les deux sens, que Mme Merkel, une fois qu'elle est réinvestie, vient, et je pense que si elle est réinvestie comme chancelière en septembre, son premier déplacement sera à Paris. Et on ne dira pas qu'elle vient prendre ses instructions, etc. Bon, il est vrai qu'Hollande voulait renégocier avec l'Allemagne lorsqu'il a été élu pour alléger la rigueur et qu'il y a échoué. Il a échoué d'une part parce qu'il n'avait pas suffisamment de choses à promettre en face et qu'il lui manquait des alliés. Il lui manquait des alliés. L'Italie, qui allait dans ce sens-là, a très vite disparu et l'Espagne est rentrée dans une zone de trouble, alors que par contre l'Allemagne avait un allié pour ne rien faire de différent qui était le Royaume-Uni, qui n'est plus là. Et là, je rejoins complètement ce qu'a dit Nicole. Moi, je pense que Macron joue son quinquennat là-dessus. Il joue son quinquennat. Soit il est capable d'établir un rapport de force avec Merkel, de lui convaincre que c'est leur intérêt commun de tomber sur un accord, grosso modo, moderniser l'économie par ordonnance, etc. Alors après, je ne sais pas ce qui va se passer dans la rue, en France aussi. Mais en tous les cas, j'ai le sentiment, je n'ai pas voté pour lui au premier tour, donc j'en parle librement, que Macron a quand même compris où était le danger. Et qu'il a compris qu'il fallait agir. La dénomination même de la mission de Richard Ferrand alors j'ai oublié le titre exact, mais bien en scène l'inégalité des territoires, donc la fracture territoriale, je crois. Non, la cohésion. Territoriale, oui, d'accord. Donc cohésion par rapport. Et donc voilà, si vraiment il ne s'attaque pas, mais réellement, parce que François Hollande a dit qu'il allait faire cela, et il ne l'a pas fait. Il n'a pas pu, il n'a pas su, mais il ne l'a pas fait et du coup, il en a payé le prix en n'étant pas en mesure de se représenter. Donc je pense que Macron comprend vite et qu'il a dû comprendre où Hollande, puisqu'il y était au premier loge là-dessus, où Hollande avait échoué là-dessus. Et j'ai l'intuition, sans avoir eu d'échange avec son environnement sur ce point, qu'il sait que c'est là-dessus que joue son quinquennat et que soit il réussit là-dessus, et du coup, la Macron-mania se développera, et soit il échoue, mais du coup, ça sera une déception supplémentaire et il sera en 2022 pas très loin de ce qu'était François Hollande en 2017. Mais vous auriez aimé entendre quoi, monsieur? J'ai envie de vous poser la question. Non, effectivement, ça m'a... Ce qui m'a échappé, c'est quelle est la stratégie de Macron pour rallier les peuples à son projet européen. Parce que finalement, à part de dire on veut une Europe plus forte, ce que les gens entendent depuis des années... Oui, ok. Là, je crois que son objectif, c'est de rallier le peuple français, dans un premier temps. Pour des raisons simplement politiques, électorales. Ensuite, si la France... Après, les problèmes des autres peuples européens, c'est autre chose. Mais je ne pense pas que son objectif, c'est de convaincre les Autrichiens, les Néerlandais... Non, je parlais effectivement du peuple français, parce que finalement, on ne peut pas continuer à mettre 40% des gens qui veulent un changement sous le tapis en disant on fonce, on va à une Europe plus forte, etc. Sans préciser les choses, c'est-à-dire de dire on va faire en sorte que l'Europe s'occupe moins de ça et plus de ça, des choses plus concrètes que simplement une Europe plus forte, parce que ça ne veut plus. Vous avez là parfaitement raison, mais là, ça sera les résultats qui compteront. Donc, mais je veux dire, j'espère qu'il est conscient de cela, parce que c'est une évidence. Effectivement, au premier tour, il y a dû y avoir plus de 50% des gens qui ont voté. Et on ne peut plus, comme on l'a longtemps fait, balayer ça. Je me rappelle des débats de 2005, le cercle de raison, etc. Beaucoup de gens, enfin c'est un ami commun, mais Bernard Guetta, qui est quand même moins offensif là-dessus, je connais plein de gens que, à force d'entendre Bernard plaider pour l'Europe, ont voté non au référendum parce que ça leur sortait. Et voilà, on ne peut plus dire aux gens, grosso modo, salaud de pauvre, quoi. Enfin, dire c'est pas bien ce que vous pensez, mais sans prendre en compte. On peut être en désaccord avec cela, mais si on ne tient pas compte dans un système par ailleurs démocratique de l'expression des peuples, eh bien, c'est que la démocratie ne marche que sur une jambe. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Je trouve que le discours de notre président sur l'Europe reste extrêmement technocratique. C'est la réforme de la zone euro, le budget de la zone euro, parlement de la zone euro. Et comme disait Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux du marché unique. Eh bien, les Français ne vont pas tomber amoureux du budget de la zone euro, franchement. Et que là, il manque effectivement une partie du discours. Mais je crois qu'il est intelligent et qu'il va comprendre. On va lui dire aussi. Monsieur, là, s'il vous plaît. Est-ce qu'avec la sortie de la Grande-Bretagne, on peut espérer qu'il y aura un accord entre l'Allemagne et la France pour se choisir
un leader de la communauté, enfin, ou de la commission, qui soit plus charismatique que l'actuel, puisqu'il a décidé de ne pas se représenter. Et on peut penser que sa désignation avait été plutôt le fruit d'un accord à trois pour arriver à trouver le plus petit commun dénominateur. Et est-ce qu'on peut espérer que la volonté de la relance va nous donner un charismatique du type Delors plutôt que l'actuel président? Je ne sais pas s'il y a ça en stock, déjà, des Delors. Bon. Et c'est vrai que Kohl et Mitterrand étaient suffisamment sûrs d'eux pour accepter la présence, la concurrence d'un Delors. Est-ce que Merkel et Macron seront suffisamment sûrs d'eux? Parce que pour l'instant, si on a des gens, disons, au statut, enfin, non charismatiques, etc., c'est bien parce que les présidents français, chancelière allemande et Premier ministre britannique ont décidé de ne pas mettre quelqu'un qui occupe trop d'espace. Alors maintenant, vous avez raison, c'est important dans ce que vous dites, il n'y a plus l'hypothèque britannique. Donc, il sera justement intéressant de voir où les dés roulent et si Mme Merkel et M. Macron font le pari d'avoir avec quelqu'un avec eux qui apparaît également sur la photo, qui est très visible, parce que je suis sûr que si Tusk se promenait dans la rue, personne ne le reconnaîtrait. Hein. Même son nom, je ne suis pas sûr que tout le monde oui, le connaisse. Par ailleurs, bon, c'est la fameuse phrase de Churchill sur Attlee. Une voiture vide arrive dans Westminster, Attlee en sort. Bon, c'est bon. Bon. Donc, alors, soit Mme Merkel et M. Macron acceptent d'avoir quelqu'un qui a du poids en disant nous on vit avec parce que on a besoin de quelqu'un qui a du poids justement pour relancer la machine, etc. Bon, c'est effectivement là pour l'instant, mais il y a une solution, enfin une condition qui est déjà remplie, vous avez raison, le Brexit est une hypothèque en moins. C'est nécessaire, ce n'est pas suffisant. La rumeur dit que l'ancien président de la République aimerait avoir le poste. En revanche, pour ceux qui étaient là au Forum Europe d'Enrico Letta, pour ceux qui étaient là, moi j'ai un candidat qui est Enrico Letta. Je ne sais pas si vous étiez là au Forum Europe quand il a intervenu, qui est ancien Premier ministre italien, qui ne se représente pas donc dans son pays, qui est là directeur de l'École internationale de Sciences Po, président de l'Institut Delors, qui est un type absolument exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi. On pourrait militer pour la succession de M. Juncker par un Italien, et ce serait un très beau trio d'ailleurs. France, Allemagne, Italie, ça a un sens politique. En tout cas, relancer le débat sur cette question aurait du mérite aujourd'hui en Europe, sachant que l'actuel président a déclaré qu'il ne se représentait pas. Et donc relancer le débat sur cette question présente de l'intérêt, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Oui. Une dernière question pour ceux qui... Non, personne n'a... Je voulais parler de terrorisme. Moi, non, parce que sur le terrorisme, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment une menace abominable et très sérieuse et qui va durer. Mais qu'on ne peut pas gérer des sociétés par la peur. Et qu'on nous a quand même beaucoup géré par la peur. Et qu'il faut gérer les sociétés, au contraire, par la résistance. Donc ça, je suis complètement d'accord avec toi. Non, le seul point sur le terrorisme, qui à mon avis, seul M. Macron avait soulevé quand il était encore ministre de l'économie, c'est que le terrorisme aujourd'hui, ce ne sont pas des étrangers qui viennent en France pour se faire sauter et tuer des Français. Ce sont des Français qui tuent des Français. Et c'est donc l'imbrication nationale du terrorisme. C'est dans nos sociétés. Autrement dit, c'est un échec politique. Et là, ça nous interroge. Et là, je trouve qu'il faut lui accorder une énorme importance parce que c'est un échec de l'intégration, c'est un échec de nos politiques d'éducation, enseignement scolaire échoué. Et donc, en cela, je trouve que ça devrait être une vraie cause nationale, mais pas parce qu'on a peur, parce qu'on a échoué dans les politiques d'intégration depuis 10-20 ans. C'était ça ma différence sur le terrorisme. D'accord ? Bien, mais écoute, pas d'autres questions ?
Merci beaucoup, en tout cas, Pascal. Merci de t'être prêté à ce jeu. Et on t'écoutera toujours avec beaucoup de plaisir sur les plateaux télé. Et on te lira surtout avec beaucoup d'intérêt. Je recommande. Je ne sais pas si tu vas en faire une version actualisée régulière. Tous les ans. Tous les ans. Les 50 idées reçues, c'est ça? 50 Oui. idées reçues sur le monde. C'est vraiment très, très stimulant. Merci à vous.